Bienvenue au Musée de la BD, à la cérémonie 2021 des prix Atomium de la Fête de la BD. Visit Brussels, en étroite collaboration avec ses partenaires, tient à marquer son soutien à la création et à rassembler les initiatives existantes en remettant les prix Atomium de la BD. Het grootste deel van de prijs wordt als geldprijs toegekend om de winnaars in staat te stellen hun werk te financieren. In totaal werd meer dan 100.000 euro verdeeld over de 11 winnaars. Nous tenons tout particulièrement à remercier le Centre belge de la bande dessinée qui accueille aujourd'hui notre studio exceptionnel, ainsi que l'ASBL Atomium qui nous permet d'associer ce site bruxellois tellement cher à tous ses habitants à nos prix. Et nous démarrons donc avec le prix Raymond Leblanc de la jeune création. De eerste prijscategorie is Raymond Leblanc Prijs voor Jong Talent. C'est un concours de bande dessinée, évidemment, destiné à récompenser le travail d'un jeune auteur ou d'une jeune autrice n'ayant pas encore publié plus de 2 albums. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, Raymond Leblanc était le créateur du journal Tintin et des studios Bellevision. Il a fait éclore le talent de plusieurs générations d'auteurs et d'autrices majeurs de la bande dessinée franco-belge. Et en 2006, il avait alors 91 ans, il voulait encore, dans une forme très concrète, soutenir la jeune création et il a créé le prix Raymond Leblanc de la jeune création. Alors, pas question de créer un énième prix qui irait prendre les poussières sur une tablette de cheminée. Non, non, ici, c'est vraiment un prix qui permettrait de lancer des nouveaux noms de la bande dessinée. Chaque année, un projet reçoit une bourse d'une valeur de 10 000 euros accordée par la Commission communautaire française de la région Bruxelles-Capitale, ainsi qu'un contrat d'édition assorti d'une avance sur droit de 10 000 euros provenant en alternance des maisons d'édition du Lombard, Futuropolis et Casterman. Donc, au total, une enveloppe de 20 000 euros. Et cette année, ce sont les éditions du Lombard qui éditeront le gagnant ou la gagnante de cette édition 2021. J'accueille donc à mes côtés le directeur éditorial des éditions du Lombard et également membre du jury 2021 du prix Raymond Leblanc. Bonjour Gauthier Van Merbeek. Bonjour. Bienvenue dans mon petit salon, ici, dans ce lieu magnifique qu'est le Centre belge de la bande dessinée. Alors, un petit mot d'abord pour contextualiser le prix. Comment se passe la sélection des candidatures ? Eh bien, dans une relativement bonne ambiance, avec un jury qui commence à bien se connaître, qui est constitué de plusieurs représentants du monde de la bande dessinée. Donc, il y a un libraire, un journaliste, des éditeurs et éditrices qui vont publier l'album. Et souvent, on essaie d'avoir toujours un auteur ou une autrice comme président du jury. Mm-hmm. Cette année, c'était Lou Weifang qui était présidente du jury et qui donc a présidé à ce choix. Vous avez reçu beaucoup de candidatures ? On en a reçu beaucoup, pas loin de 200, et on en reçoit en fait chaque année de plus en plus. Mm-hmm. C'est bien, c'est bon signe. Oui, c'est très bon signe. Et comment est-ce que vous faites la sélection ? Comment se passe le processus pour arriver finalement à ou une gagnante ? Autant de dossiers, on doit être un petit peu organisé, donc on a choisi chacun 10, qui sont nos 10 favoris, et puis on compare les choix, qui souvent se croisent en fait, qui souvent se confirment les uns les autres. Et puis ensuite, c'est une longue discussion, parfois ardue, parfois non, comme cette année où il y a une vraie unanimité pour le lauréat, mais ça se passe plutôt en bons termes. Cette année, vous avez réussi à arriver à l'unanimité pour le choix. Vous allez donc pouvoir avoir l'honneur d'annoncer le nom du gagnant de cette édition 2021 du prix Raymond Leblanc. Et le gagnant est un auteur taïwanais qui s'appelle Shi-Hung Wu pour son projet intitulé « Vent de montagne, pluie d'océan ». Et ça a été vraiment tout à fait évident et unanime pour nous. C'était un projet extrêmement abouti à tout point de vue. D'abord au niveau du style graphique. C'est un auteur qui a travaillé d'abord longtemps dans l'animation, donc mais c'est sa première bande dessinée. C'est la première fois qu'il se frotte à ce langage-là. Donc en ça, il était tout à fait évidemment éligible. Donc il a une patte très affirmée, très personnelle, et un langage BD qu'il maîtrise de façon assez immédiate. Il adapte un texte d'un grand poète taïwanais, intitulé « Vent de montagne, pluie d'océan », et qui raconte en fait la jeunesse de ce poète pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui va arriver maintenant à ce projet ? Comment va se passer la collaboration avec votre maison d'édition ?
Et c'est maintenant que c'est en thème, donc on discute évidemment avec l'auteur, pour le coup là en anglais, on n'a pas trop le choix, du projet, et on va parler un petit peu en fait de la mise en forme, parce que son projet est d'emblée très abouti, c'est très bien où il va, on a assez peu de choses à redire quant à son approche artistique. On va parler ensemble du format, de la forme, de la date de sortie, l'accompagnement promotionnel, tout ça, ce qui est notre travail à nous. Et donc il faudra maintenant se tenir à l'affût de la sortie de Vent de montagne et pluie d'océan de Shi Hong-woo qui remporte ce très beau prix Raymond Leblanc de cette année 2021. Alors, le gagnant de 2021 est maintenant connu. 2022, quand est-ce qu'on ouvre les candidatures? En fait, on les ouvre dès maintenant. Elles se clôtureront en mai 2022. Donc ça, c'est important à savoir vraiment à la fin du mois. Et on les reçoit en fait dès que possible. D'expérience, on les reçoit souvent plutôt genre fin mai. Étonnamment. Étonnamment. Tiens, le principe de la deadline, c'est... C'est pas grave, on les examine seulement de toute façon au mois de juin. Donc franchement, il faut pas se presser, mais il faut participer. Eh bien, merci beaucoup Gauthier Van Merbeek, et puis bonne continuation et longue vie à ce projet, à tous les autres que vous avez en route. Merci. Vous allez pouvoir emporter ce trophée et le transmettre aux gagnants, à Shi Hong-woo. En we zijn nu klaar voor de Atomiumprijs van Brussel, le prix Atomium de Bruxelles. Ter waarde van €7.500 de Atomiumprijs van Brussel beloont een auteur die Brussel is geslaagd in zijn of in haar werk te waarderen. Wij bedanken de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meneer Rudy Vervoort, voor de financiering van deze prijs. Et cette année, le lauréat est Joris Mertens pour le livre Béatrice, édité chez Rue de Sèvres en français en uitgegeven door Oogachtend in het Nederlands. À travers cet album sans parole, Joris Mertens nous fait voyager dans un Bruxelles fantasmé. Le jury a particulièrement été séduit par le traitement du dessin et l'originalité des couleurs a coupé le souffle. Au fil des pages se dessine Bruxelles de manière sublime et colorée, lui rendant ainsi un bel hommage. Je vous invite tout de suite à rencontrer Joris Mertens. Eerst en vooral, zeer belangrijk, wil ik heel graag de organisatie en vooral de jury van de Atomiumprijs van Brussel bedanken om mij die prijs toe te kennen, want ik was enorm vereerd en ik had het mij niet verwacht. En dat is een enorme stimulans om voor te doen, uiteraard. Dus ik ben totaal in mijn nopjes. Dank u wel om mij de Atomiumprijs van Brussel toe te kennen voor mijn boek Béatrice. Dat doet enorm deugd. Het ontstaan van Béatrice ligt eigenlijk in het idee, de melancholie die ik altijd voel bij het vinden van oude foto's op rommelmarkt, bijvoorbeeld in de Marolle. Oude foto's van mensen die gemaakt zijn door mensen die elkaar graag zien en uiteindelijk is iedereen er niet meer en die foto's belanden letterlijk op straat. En die melancholie heb ik gebruikt om het album, om het verhaal van Béatrice eigenlijk te laten ontkiemen. Het idee om Béatrice zonder tekst te maken komt eigenlijk voort uit een lange voorgeschiedenis die ik heb als art director en storyboarder in de cinema, in Europese, Belgische cinema. En het idee om een boek te maken zonder tekst, met uitsluitend beelden die praten voor zichzelf, dat was de grote uitdaging en dat is me denk ik ook gelukt. Het boek speelt zich af in 3 periodes. Enerzijds de jaren 70, dan eind jaren 20, jaren 30 en het heden. Die heb ik allemaal nodig gehad om het verhaal te vertellen, omdat het personage in verschillende tijdsperiodes leeft. Omdat het boek zonder tekst is, heb ik nooit de aanduiding gemaakt dat het zich bijvoorbeeld in de jaren 70 afspeelt. Maar ik hoop door decors en ook vooral door de auto's, dat de lezer direct doorheeft in welke sfeer, in welke tijdsperiode dat hij ziet. Ik heb van in het begin heel veel moeite gehad om een mooie Béatrice te tekenen, omdat ik blijkbaar heel veel problemen had om een vrouw te tekenen. Dus mijn volgende project is met een man die niet zo heel knap is en dat blijkt veel gemakkelijker te zijn. Het is moeilijk om mezelf te verkopen natuurlijk, maar ik kan het boek zeker aanraden aan mensen die niet alleen stripliefhebber zijn, maar ook filmliefhebber. Omdat ik zelf ook uit cinema kom en er zitten heel veel filmreferenties in het boek. Ik denk dat zeker veel mensen kan aanspreken die ook van cinema houden.
Et nous poursuivons avec le prix Fédération Wallonie-Bruxelles en bande dessinée, Strippress Federatie Wallonie-Bruxelles. C'est un prix qui est doté d'un montant de 10 000 € octroyé par la ministre de la Culture, Madame Bénédicte Linard. Ce prix a pour objectif de récompenser le travail d'un auteur ou d'une autrice de bande dessinée ou même d'un collectif d'auteurs et d'autrices qui a développé une création originale, ambitieuse et innovante dans le cadre de la bande dessinée en Wallonie et à Bruxelles. Le jury 2021 était composé des membres de la session bande dessinée de la Commission des études et du livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles et a choisi de récompenser un auteur qui présente un parcours de création constant, qui s'enrichit régulièrement, un parcours que le jury a considéré comme un peu trop discret dans l'univers de la bande dessinée. Avec ce prix Atomium Fédération Wallonie-Bruxelles 2021, le jury souhaite contribuer à la visibilité de cette œuvre singulière et encourage le lauréat à poursuivre celle-ci. Je vous présente José Parrondo. Félicitations. Merci. C'est une belle récompense. Oui, enfin, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est vrai que c'est une forme de reconnaissance qui aide à continuer à travailler, vu que le travail d'un dessinateur de bande dessinée, c'est un travail très solitaire dans son coin, avec le retour des lecteurs, des éditeurs, mais ça, c'est un autre retour qui est très chouette. Alors, vous avez une production qui est très variée, qui a comme point commun, en général, je dirais, beaucoup de poésie, de l'humour, un univers graphique assez particulier. On peut citer dans vos créations, parfois les ennuis mettent un chapeau, les histoires à emporter, rien, la main à 5 doigts, ou bien raconte plein d'histoires, qui est peut-être le plus connu du grand public, qui a été adapté d'ailleurs en film d'animation. Et puis, il y a votre dernière parution, I Am the Eggman, qui est sortie maintenant en 2021. Est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce que vous avez une manière particulière de travailler? On peut dire que la contrainte est quelque chose qui est toujours présent. La contrainte est toujours très présente dans mon travail. Et elle va varier selon les livres, bien sûr. Mais c'est un moteur. Je me lance pas dans le projet de faire un livre en me disant « fais ce que tu veux ». Non. Il faut plusieurs contraintes. Bien, on va étudier ça de plus près. Oui. Par rapport à ceci, I Am the Eggman, donc votre dernière publication, c'était quoi la contrainte? Donc dans celui-ci, c'est des strips de 4 cases en noir et blanc. Et la contrainte, c'était de faire un strip par jour et de le poster sur Facebook. Voilà. Donc, mais tous les jours. Les jours. Donc, samedi, dimanche. Et si j'en avais 2, c'était encore mieux. Enfin, j'aime bien me faire souffrir parfois. mais c'est une gymnastique, en fait. Et c'est vrai que plus j'en faisais, et je dirais que plus les idées venaient facilement parce que j'étais tout le temps dedans. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'interruption, ça permettait d'être toujours éveillé et de toujours penser au travail. Donc, quotidiennement, pendant combien de jours? 333 jours. Voilà. 333 jours. Mais et puis un jour, vous avez dit, OK, c'est assez, maintenant je passe à autre chose. Il y avait une autre contrainte qui était celle de l'édition du livre. Donc, quand j'avais l'image, je crois que c'était plus ou moins la moitié du projet, j'ai contacté mon éditeur, l'association, qui a accepté de le sortir. Mais comme il y avait là encore un délai, je pouvais continuer à faire des pages. Et il y a un moment où j'ai dû m'arrêter parce qu'il fallait leur donner les planches pour qu'ils les scannent. Mais j'ai choisi 333, ça aurait pu être 332 ou 334, mais je me suis dit 333, hop, j'arrête là. C'est un joli nombre. Hein. Voilà. Alors, si on prend par exemple celui-ci, parfois les ennuis mettent un chapeau, là vous étiez fixé une autre contrainte? On voit le format, ça correspond au format des carnets Moleskine. Donc là, c'était toute une série de carnets. Ce livre-là, il y a 9 carnets qui ont été condensés, parce qu'il y a un tri après qui se crée. Mais l'idée, c'était d'avoir un carnet que je reportais toujours avec moi, avec mes crayons de couleur, et je travaillais beaucoup dans les cafés. Donc là, je faisais le définitif dans les cafés. Parce que, normalement, je ne fais pas les définitifs dans les cafés, mais dans ce cas-là, la contrainte, c'était ça, de se dire, tu rentres dans un café, tu bois du café, et puis tu sors du café quand tu as une idée. Voilà. Donc c'est une autre contrainte. Et c'est toujours l'image, l'illustration, mais avec l'histoire, le texte. Mais ici, c'était comme des instantanés. Un des déclencheurs, c'était un écrivain espagnol qui s'appelle Ramón Gómez de la Serna, qui écrivait ce qu'il appelait des gregarias. Gregarias, il n'y a pas de traduction en français, en fait. Mais c'est entre l'instantané, c'est une phrase courte, en tout cas, qui fait réfléchir, et souvent avec de l'humour. D'accord. Absurde, souvent aussi. Bon,
Ici, on a un tout petit échantillonnage de vos livres sur le plateau. Alors, je vous encourage évidemment à aller découvrir l'œuvre de José Parrondo. Et la prochaine contrainte, ce sera quoi? Toujours dans la continuité de Hayam Ziegman, parce que je continue à travailler sur ce personnage, parce qu'il a tellement été présent dans ma vie pendant un an que j'ai pas envie de le laisser tomber, et il n'a pas envie de me laisser tomber non plus. Donc je continue à faire des planches, mais maintenant c'est un format carré avec 4 cases par planche, mais c'est plus une planche par jour forcément. Non. Ben, à suivre alors. Oui, ça deviendra un livre, mais je ne sais pas quand il sortira. Oui. En tout cas, félicitations pour ce trophée, José Parrondo. Il vous appartient, vous allez pouvoir l'emporter. Et nous passons maintenant au prix Cognito de la BD historique de Cognito Press for Historische Strip. C'est un prix d'une valeur de 3 000 € en espèces, offert par la Fondation Cognito. Alors attention, avant de passer au prix à proprement parler, cette année, exceptionnellement, le jury a choisi de décerner une mention spéciale d'une valeur de 500 € à l'album Van Nat, le peintre des Khmers rouges de Mastrogostino et Castaldi, édité à la boîte à bulles. Et maintenant, le gagnant du prix Cognito de la BD historique, il s'agit de La Bombe, de Alkant, Laurent-Frédéric Bollé et Denis Rodier, édité chez Glénat en français. In het Nederlands uitgegeven door Scratch onder de naam De Bombe. Le jury du prix Cognito a été particulièrement impressionné par La Bombe. La qualité du graphisme en noir et blanc, la précision du récit où chaque détail a été vérifié, l'importance donnée à la dimension humaine de ses recherches, le contexte politique des années 30-40, tout cela fait de ce roman vrai une réussite totale qui mérite la plus grande audience. Et nous sommes allés rencontrer Alkant. Je vous invite à m'accompagner chez lui. Bonjour tout le monde, je voudrais d'abord évidemment remercier l'organisation de la fête de la bande dessinée. Nous sommes vraiment très honorés de recevoir ce prix. Le prix Cognito, pour nous, il est vraiment important parce que c'est le prix de la meilleure bande dessinée historique, donc ça donne quand même de la crédibilité à ce qu'on a fait. Alors évidemment, je dois d'abord remercier aussi mes co-auteurs, Laurent-Frédéric Bollé, le co-scénariste, et Denis Rodier, le dessinateur. Je remercie aussi mon équipe de Glénat, à commencer par Jean Patchouli, qui s'est vraiment battu pour faire ce projet chez Glénat, et Franck Marguin, qui a été notre directeur éditorial et qui nous a suivis tout au long du projet avec beaucoup de bienveillance. Et je dois aussi remercier forcément nos amis japonais, Kazo, Seiji, Yayoi, qui nous ont vraiment aidés à faire des planches, des séquences japonaises les plus crédibles possibles. Je pense aussi à Michel Decré, à Franck Michelin. Voilà, donc vraiment merci à tout le monde, ça a été une incroyable épopée en équipe. Alors si je devais résumer l'album en quelques phrases, l'album c'est une plongée en fait dans les coulisses d'un événement majeur de l'histoire de l'humanité, à savoir la première bombe atomique de l'histoire qui a été larguée sur la ville d'Hiroshima. On commence en 1933 et on va s'intéresser aussi bien aux éléments scientifiques, politiques, militaires, bref, à tout ce qui a mené à cette tragédie de la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki, celle qui a suivi par après. On a un personnage principal qui est Léo Szilard, qui est l'homme en fait qui a tout déclenché, et ensuite ce Léo Szilard a tout fait par contre pour que les États-Unis n'utilisent jamais la bombe atomique sur le Japon. C'est une tragédie de l'humanité qu'on vous présente dans cet album. Alors l'idée de créer cette BD, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps. Quand j'avais 8 ans, j'ai rencontré un jeune japonais dans ma classe, qui est devenu mon meilleur ami à l'époque. Il est retourné au Japon après un an, et quand j'avais 11 ans, en 1981, j'ai eu l'occasion moi-même d'aller au Japon, de visiter le musée d'Hiroshima, et c'est là que j'ai entendu pour la première fois parler de la bombe atomique. Donc quand je suis devenu scénariste, je me suis dit qu'il y avait vraiment une histoire incroyable à raconter, ou des histoires en fait, parce que tout autour de la bombe atomique, il y a des personnages incroyables, des histoires incroyables, que ce soit du sabotage, de l'espionnage. J'ai fini par contacter Laurent-Frédéric Bollé, je lui ai présenté une première version de mon projet. Ensuite, on a convaincu Denis Rodier de nous joindre également. On a dû évidemment se documenter énormément. C'est quelque chose de fondamental dans l'histoire de l'humanité, donc on ne pouvait pas traiter ça à la légère. Trouver une manière d'agencer tout ça qui soit la plus passionnante possible. Ensuite, évidemment, pour Denis, ça a été un travail incroyable de dessiner 450 planches en quelques années. C'est un travail vraiment phénoménal. On voulait sortir cet album l'année des 75 ans d'Hiroshima,
Donc on avait vraiment une échéance précise en tête. Tout le monde pense un peu connaître l'histoire de la bombe atomique, on a tous entendu parler du projet Manhattan, mais qu'est-ce que c'était réellement? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Quels étaient les hommes qui étaient impliqués dans ce projet? Qu'est-ce qui s'est passé à Hiroshima? Pourquoi on a choisi Hiroshima? Est-ce que les Allemands avaient une bombe? Donc voilà, on a vraiment essayé de montrer une histoire la plus objective et la plus complète possible. Que Hiroshima, c'est quand même 200 000 personnes qui sont mortes à long terme, 70 000 personnes au moment même de l'explosion. Il faut que ça continue, il faut qu'on continue à en parler, et c'est ce que notre album fait. En nous passons maintenant au prix Willy van der Steen. Het is nu tijd voor de Willy van der Steenprijs. Om de 2 jaar schenkt de Sabam deze prijs ter waarde van €5.000 voor een Nederlandstalige strip die gedurende de vorige jaar uitgegeven werd. Er is wel een klein probleem. De resultaten zijn nog niet binnen. Dus we moeten nu eventjes wachten. Voilà. Mooie plek. Ja? Atomiumprijs, hallo? Ja. Ja, we zijn er klaar voor. Oh, schitterend. Ja, geef hem maar door. Hallo, proficiat. Hallo. Ja, mooi hè? Ja, dank u. Wel, we moeten nu een beetje uitleg geven. Dus kunt u misschien in een paar woorden uw stripverhaal voorstellen? De Walvisbibliotheek is een sprookje in stripvorm voor jong en oud over vriendschap. En waar kwam het idee vandaan? Het idee kwam van Zidrou, de scenarist die een oud verhaal dat hij heeft herwerkt heeft voor mij en omgezet heeft naar een stripscenario. Oké, nu, wat was uw grootste uitdaging in de creatie van uw boek, van uw stripverhaal? De grootste moeilijkheid om het boek te maken was de walvis in hele kleine stripvakjes krijgen. Dat was technisch heel erg moeilijk, maar verder was het eigenlijk een plezier om te doen. Het was heel leuk om te maken. En wel, nu, last but not least, u hebt maar een paar woorden om aan de mensen te zeggen dat ze uw boek moeten kopen en lezen. Het is een sprookje voor jong en oud. Het is mooi. Het is toegankelijk. Wel, bedankt. Ja, en nogmaals en het is ook proficiat. een boek dat je kunt voorlezen. En het is ook heel erg kleurrijk. Nu moet ik moet verder. Ja, sorry hè. Ja, proficiat. Oei. Et j'ai le plaisir maintenant d'annoncer le prix première du roman graphique de première presse voor Graphic Novel. C'est un prix qui est doté par la RTBF et qui est un prix d'une valeur de 20 000 € en espace publicitaire ainsi qu'une forte présence rédactionnelle. Alors je vais commencer par vous donner la justification du jury. C'est un jury qui est composé d'auditrices et d'auditeurs de la première. Le jury du prix première du roman graphique récompense cette année une fable qui nous transporte dans le monde de l'enfance, à la rencontre d'un gamin pas tout à fait comme les autres, mais dont la fertile imagination, le courage et la détermination, quelques rencontres aussi, aideront à se frayer un chemin dans un monde peu accueillant. Le jury, touché par cette histoire souvent poétique et toujours surprenante, salue une œuvre qui, pour évoquer un sujet grave, s'aventure sur les chemins de la tendresse et de la fantaisie. Une œuvre somme toute à contre-courant. Le gagnant de ce prix première est Incroyable de Vincent Zabus et Hippolyte
édité chez Dargaud, et j'ai le plaisir d'avoir Vincent Zabus à mes côtés. Félicitations et bienvenue. Merci. Alors ça, c'est une belle récompense d'avoir été choisi par les auditrices et les auditeurs. Ce sont les premiers lecteurs. C'est quoi l'histoire de Incroyable? D'où vient ce récit? Donc au départ, c'est une pièce de théâtre que j'ai créée avec Bernard Massuire pour le théâtre des Zigomars, un théâtre jeune public, qui raconte l'histoire de Jean-Loup, un petit gamin de 8 à 10 ans, qui a peur du réel, qui sait pas comment l'aborder, comment vivre avec toutes ces choses autour de lui, et qui donc s'en protège autant qu'il peut, notamment avec des tocs et tout un univers imaginaire. Plein de rituels qui l'accompagnent tout au long de sa journée. Marcher, ne pas marcher sur les lignes blanches, si je vois passer la voiture noire. Il compte dans sa tête, 1, 2, 3, pour se rassurer. Il a un ami imaginaire qui est une figurine du roi Baudouin. Et ça se situe dans les années 80 aussi, donc avec le dessinateur Hippolyte, on est parti de notre enfance. Ça nous amusait aussi de situer ça. Et comme il s'agit de faire une fable, on s'était dit que mettre une distance temporelle permettait aussi de traiter les choses autrement. Effectivement. Alors, vous avez déjà travaillé avec Hippolyte sur une autre bande dessinée qui s'appelait Ombre. Le dessin est complètement différent, donc vous avez choisi de donner aussi un autre univers visuel à ce récit. Oui, donc ça c'est Hippolyte qui avait envie de changer de graphisme, et donc comme c'était l'univers de l'enfance, on a discuté des dessinateurs qu'on aimait, et on a tous les deux pensé à Sampé, le petit Nicolas et tous ces autres albums, et Hippolyte a essayé de simplifier son trait au maximum pour porter l'émotion la plus grande et de donner tout sur le jeu des personnages. Et ça fonctionne, hein. Alors je vous propose de découvrir un tout petit peu, de vous dévoiler un petit peu du contenu de la bande dessinée, parce que visuellement, c'est vraiment très joli. On reconnaît bien l'inspiration de Sampé pour le dessin. On est dans quelque chose de très doux, de très poétique. On n'est pas dans des couleurs réalistes. Au contraire, on suit vraiment les humeurs et ce qui passe par la tête du personnage Hippolyte. Mais je ne vais pas vous en montrer beaucoup plus, puisque je vous conseille maintenant d'aller chercher le livre et de le découvrir par vous-même. C'est vraiment un petit bijou. Et la suite, c'est quoi? Vous allez encore travailler ensemble? Vous avez d'autres projets avec Hippolyte? Oui, on a un 3e album en cours, toujours pour chez Dargaud. Un garçon de 8-9 ans qui est confronté à son institutrice et qui a grossi énormément pendant les vacances. Et ça l'inquiète et ça l'intrigue. Il essaie de comprendre ce qui se cache et il va se rendre compte que les institutrices ont aussi une vie derrière le moment où elles sont à l'école. Et puis on a la chance aussi avec Incroyable d'avoir une version en dessin animé long métrage qui est en cours. Et donc, moi, j'écris le scénario avec le réalisateur et Hippolyte fait les dessins, commence à chercher les dessins pour le dessin animé, quoi. Donc c'est vraiment un destin hors du commun, puisque d'une pièce de théâtre, c'est devenu un roman graphique qui devient un film d'animation. Mais c'est bien, continuez à suivre cette belle chance, elle vous réussit. Et puis, beaucoup de bonheur avec Incroyable et avec vos prochains projets. Vous avez un trophée qui vous revient, vous allez pouvoir l'emporter et le partager avec Hippolyte pour ce prix première du roman graphique. Nous arrivons maintenant au prix Le Soir de la BD de reportage, de presse Le Soir, vos reportages et strips. C'est un prix qui récompense l'ouvrage qui excelle dans le traitement du monde qui nous entoure sous la forme d'un reportage en bande dessinée. Un prix d'une valeur de 20 000 € en espace publicitaire, ainsi qu'une mise en avant grâce à une forte présence rédactionnelle. Le prix cette année va à la bande dessinée Prison numéro 5 de Zehra Dogan, édité chez Delcourt. L'histoire de cette BD est celle de la journaliste Zehra Dogan, qui a été arrêtée pour avoir témoigné des drames quotidiens dont les femmes sont victimes en Turquie et en Syrie. Prison numéro 5 est un chef-d'œuvre de résistance à la sauvagerie, où l'autrice nous crie de ne pas avoir peur des loups, car s'ils peuvent martyriser nos corps, nous ne devons pas leur abandonner nos consciences. Ces pages sont sorties une à une de prison, en cachette, avant d'éblouir le jury de la rédaction du journal Le Soir, à l'âme et aux larmes. Nous avons pu rencontrer Zehra Dogan. grafik novel باسی زندان آمد و ترسوسیدگی زندان آمد 1988 ده حتی استا به هم شورش آخو و به همجی işkence داودرا بنابو دنگه بو برخودانا کردان
جیەکی مهمە لازم بۆ وەکی ڕۆژنامەوان بەسی زیندانە ئامادە بکەن هەواڵا من نازۆکێ نامێن ji min şand min jî paş nameyan bi dizî xêz kir û derxistim dereva û jî bi dizî baweyekî dizî Astengiya herî gewre bo min sürgün bû çünkü gava zindana Amedê devam dikirim grafîk novel rastî jî hem kaxez ji hevala xwe çavrê dikirim katê ew dihat duayê baweyekî dizî derxistim ewanin jî astengî bû lêberî astengiyekî herî gewre ya herî mezin ya Tarsus bû çünkü xêzê min destê min de bû lazim bûm dîsa wana bi dizî bi xwe re çawa bibim zîndana Tarsusê lê duayê dîsa dawî awayekî dizî rêgek dîn û ew astengî çareser bû ew bo min astengiyekek mezin bû حتى نها بحثي بحث işkenceyên devleta dikin bحثي destdirêjiyê ser mafê mirova dikin lê dîsa zor kêm dimîne ew pirtûk bo min ya mihîm di nav zindanê bexsê işkenceya dike bexsê berxwedana dike bexsê hîn jî dewam dike işkenceyên Tirkiye ji bo tozekî pir kêm fêm bikin li Tirkiye çawa mafê mirovan bin tê bin pêkirin çawa însan baweyekî bi wehşetî însan tê kuştin li ber wê jî însanên yên mafê xwe dixwazin gelên mafê xwe dixwazin Kurd, Ermenî, Arab, Suryanî hemû însan çawa li ber xwe didir li dewletekî ew qas faşîst ew qas dîktatör çawa ber xwe didi ji bo kêm çünkü min nikarim hemûyan behsî bikirim ama kêm jî tozê hinek fêm bikin lazim e ew pirtûka bixwînin ji bo ev xelata bi rastî jî zor spas dikim gelekî spas dikim ne bes sernavê xwe sernavên hevalê xwe ya yên zindanê jî sernavê wan spas dikim û ev xelat ne bo min tenê yê hevalê min yên zindanê jî deyê ji wan jî pêşkeş dikim ev xelat yê wan e ne besiyê min e bo ev xelata spas dikim Pour les 2 prochains prix, nous filons à Marcinelle, dans les locaux de la rédaction du journal Spirou, où le rédacteur en chef, Morgan Di Salva, va nous dévoiler les prix Atomium Spirou Junior et Atomium Spirou Jeunes auteurs. We vliegen nu weg naar Marcinelle om de Atomiumprijs Robbedoes Junior en Robbedoes Jonge Auteurs te ontdekken. Le journal Spirou et les éditions Dupuis sont très heureux de participer depuis plusieurs années maintenant au prix Atomium et on a proposé depuis l'an dernier une nouvelle formule du prix Atomium Spirou qui consiste en la réalisation d'histoires courtes. On a voulu créer 2 catégories distinctes, une pour les jeunes auteurs, donc il faut être adulte et être un auteur qui a encore peu publié, moins de 3 bouquins, histoire de découvrir de nouveaux talents. Et puis on avait envie aussi de donner du plaisir pour recevoir un prix à nos plus jeunes lecteurs, donc on a une catégorie junior qui permet à des lecteurs de Spirou de tenter de nous faire rire avec une petite histoire également qui est forcément pas d'un niveau professionnel mais d'un niveau d'amusement digne de l'esprit joyeux de Spirou. Pour le prix Spirou Junior cette année, nous avons décidé de récompenser 2 frères qui s'appellent Camille et Cosma. Ce sont deux garçons de 13 ans qui sont des abonnés de longue date au journal et qui ont décidé de participer à ce concours sous le thème du voyage en faisant ça pendant leur voyage d'été en famille. Et donc ils se sont appliqués tous les jours à réaliser des cases pour faire cette histoire qui mélange voyage et vacances et où on se rend compte que les vacances sont très importantes pour nos lecteurs comme pour leurs parents. Et on a trouvé cette complicité entre les deux frères très touchante et très amusante. Et donc on leur remet le prix Atomium Spirou Junior. Alors dans la catégorie prix Atomium Spirou tout court, donc pour un jeune auteur, nous avons choisi de récompenser Thomas Bidot, qui lui a proposé une histoire de voyage avec une dimension animalière, une dimension écologique aussi, qu'on a trouvé très subtile dans la manière dont c'était dessiné, dans la manière dont c'était dialogué, et surtout avec une astuce narrative très intelligente et très surprenante qui fait que quand l'histoire s'arrête, mais finalement elle n'est peut-être pas tout à fait finie.
Et on a trouvé ça très fort et très beau, donc on a choisi de récompenser Thomas Bidot. Pour un journal de bande dessinée comme Spirou, c'est important d'avoir des formats courts, simplement parce que le journal est composé d'histoires à suivre, qu'on déguste par épisode, semaine après semaine, tel un feuilleton. Mais on a aussi besoin, pour avoir un sommaire bien rythmé, d'avoir des petits formats sur lesquels on peut tester de nouveaux univers, de nouvelles séries, de nouveaux personnages. Et c'est aussi l'endroit qui est notre laboratoire pour nous, Éditions Dupuis. C'est l'occasion d'explorer des univers, de tester de nouveaux auteurs, ou simplement le plaisir simple d'un format court est intéressant quand on est dans un rythme hebdomadaire. Donc forcément, pour un concours, ça nous paraissait naturel d'aller vers ce format-là. Je fais souvent la comparaison avec la carte d'un restaurant. Pour être sûr que tout le monde sorte rassasié d'un restaurant, il faut avoir, je pense, une carte variée. Et quelque part, faire un sommaire de Spirou, c'est le même principe. Il faut qu'on puisse trouver différents types d'histoires, différents univers, différents formats aussi. Et donc le format court est très bien pour avoir ce sommaire équilibré et permettre d'avoir de la diversité au sein de Spirou. Spirou, c'est un journal qui a une longue histoire, qui a beaucoup de lecteurs d'âge très différents, et c'est important que chaque lecteur d'âge différent puisse trouver du plaisir de lecture au sommaire de chaque numéro. Donc le format court est tout naturel pour nous. Et c'est maintenant le tour du prix Atomium des enfants. C'est un prix qui récompense une bande dessinée pour son caractère pédagogique, un prix d'une valeur de 3 000 € pour l'auteur, ainsi que 7 500 € qui serviront à la création d'une exposition itinérante entièrement dédiée à l'album primé et accompagnée d'un dossier pédagogique. Cette exposition sera disponible gratuitement pour les écoles et les bibliothèques belges qui en feront la demande. C'est un prix qui est co-créé et financé par la Fête de la BD et la Foire du Livre. Le musée de la bande dessinée soutient ce prix en créant l'exposition et le dossier pédagogique. C'est un jury composé de 3 adultes et 3 enfants qui s'est attelé à la tâche. Il s'agit du tome 1 de la série Yasmina, Masterclass par Wouter Mannaert aux éditions d'Argo. Heel belangrijk ook, het bestaat ook in het Nederlands. Yasmina nummer 1, het geheim van de chef. En proficiat, Wouter. Félicitations. Dank u. Waar komt het idee van Yasmina? Waar komt het scenario vandaan? Ik was 10 jaar lang jeugdwerker in Brussel. En rond 2009 had ik een project met jongeren aan Tour en Taxi. En toen een braakliggend stuk in het centrum van de stad, nog een echte stadsjungle, die in volle transitie was. En waar echt nagedacht werd over hoe moet de stad van morgen eruit zien. En het doel was ook om met die kinderen na te denken daarover. Dat was een heel tof project, maar we bouwden zelfs een speelplaats. En, dat was een hele leuke zomer. Maar ik zag ook een stad zoals ik al zei, in transitie. En overal in de stad begonnen plots moestuinen op te duiken. Op het dak van de Albertina-bibliotheek of kunstenaars hadden kleine moestuinen in de straat, dat soort dingen. En natuurlijk was dat een speelse reflectie over de toekomst. Ja, een planeet in verandering, een stad in verandering. Welke rol speelt de stad daarin en welke toekomst is er voor die kinderen? Dus ik vond dat heel visueel, al die groene boerderijen op daken en al die moestuintjes in de straat. En ik vond het ook heel fijn en inspirerend om met de jongeren daar rond te werken. En dus eigenlijk is daar het idee ontstaan. En dan natuurlijk was het voor mij de oefening van hoe maak ik daar iets avontuurlijks en iets leuk van. En daarom heb ik eigenlijk Yasmina gecreëerd die bezeten is van koken en die graag met voeding aan de slag gaat en die wild plukt en die haar weg in de stad zoekt en die heel proactief is. Ja, wat eigenlijk heel tof is dat het eigenlijk niet zo gemakkelijk is voor Yasmina. Ze moet tegen alle soorten weerstand vechten, maar ze blijft positief en proactief en ze heeft duizenden ideeën om verder met haar project te gaan. Oh ja, ik denk voor veel jongeren in de stad is het leven niet altijd heel eenvoudig, om veel redenen. We wonen misschien met heel veel in een klein appartementje of ze hebben geen groenruimte of andere problemen. Maar ik vind Yasmina wel typerend voor heel veel jongeren waar ik mee gewerkt heb, is die energie en dat enthousiasme. En, ik vond het altijd heel fijn en heeft me altijd veel energie gegeven zelf. Dus ik denk dat je dat wel terugvindt in Yasmina als personnage. Alors le personnage de Yasmina ressemble vraiment à des enfants que vous avez rencontrés dans ces périodes-là? Non, pas vraiment. C'est vraiment un mélange de plusieurs enfants. Oui, tout à fait. Oui. Mais je connais
des filles avec qui j'ai travaillé qui adorent la cuisine, qui font maintenant des ateliers pour des enfants parce qu'ils ont âgé, bien sûr. Mais c'est vraiment un mélange. Et il y a beaucoup d'éléments autobiographiques là-dedans, je pense. Yasmina, c'est aussi un peu moi. Donc voilà. Mais pour revenir aux enfants qui sont finalement votre cible, je vais vous donner 2-3 des commentaires des membres du jury. Alors je vois ici « J'aime la cause qu'il défend et plus particulièrement la malbouffe, sans être moralisateur et en y ajoutant sa touche humoristique. » Donc l'humour était bienvenu. Je vois aussi « L'engagement, la persévérance de Yasmina sont communicatifs, enthousiasmants et représentent un fabuleux déclencheur pour des jeunes préadolescents englués dans des préoccupations très narcissiques au travers des réseaux sociaux. » C'est vrai qu'on a du mal à lever son nez des écrans pour aller mettre les doigts dans la terre. Je propose de montrer quelques pages, puisqu'on parle du dessin, on parle de l'univers visuel, mais peut-être que ça pourrait être chouette de parler aussi de Yasmina et les mangeurs de patates, puisqu'ici c'est le numéro 1 d'une série, Masterclass. Le numéro 2 est déjà paru. Dans cet album-là, Yasmina combat Tom de Perre, un grand méchant, un cultiveur de patates qui transforme tout le monde qui mange ses patates en une sorte de zombie consommateur. Donc ça parle déjà de malbouffe et le jardinage en ville et tous ces thèmes-là. Ce qui est très chouette aussi dans ce livre, dans cette bande dessinée, c'est que on a beau être dans un univers, dans un monde, dans une époque qui sont plutôt déprimants parce qu'on voit, la crise écologique, on voit la réalité de ce qui se passe partout dans le monde. Mais on a quand même des personnages qui sont pleins d'espoir, qui baissent pas les bras, qui ont parfois du mal, mais qui s'accrochent. Oui, ça c'était super important. Pour moi, c'est un peu thérapeutique. Parce que souvent, le départ, c'est vraiment une frustration ou une peur, parce que j'ai un fils de 5 ans aussi, et voilà, j'ai peur pour son futur, peut-être. Et donc, j'ai toutes ces angoisses, mais je veux faire quelque chose de positif avec ça. Je pense que le futur est aux jeunes, mais je crois qu'ils ont l'énergie et le pouvoir de faire quelque chose. Et la volonté de le faire. Et la volonté. Et j'ai vraiment besoin de raconter ça pour moi-même, pour me sentir mieux, je crois. Et donc, à toutes celles et tous ceux qui ont accroché avec Yasmina, il y a donc Yasmina et les mangeurs de patates, et puis il y a déjà les 2 premiers tomes des aventures de Yasmina qui sont parus. Il y en a d'autres en route ? Oui, je travaille la suite, donc tome 3 de la série, et il y a même un tome 4 prévu, mais voilà, étape par étape, on verra. Mais en tout cas, félicitations, Wouter. Merci. Le prix Il est très beau. Pour vous. Ouais. U mag het meenemen. Oké, super. En verder werken naar een betere toekomst samen met Yasmina. Oké, dankjewel. Et nous passons maintenant au prix Atomium de la BD citoyenne, de Atomiumprijs van de Samenleving. C'est un prix qui récompense un ouvrage de bande dessinée qui suscite une réflexion éthique et sociétale, qui aborde de manière positive, constructive et généreuse des enjeux de société contemporains, dont le sujet revêt une résonance locale, belge ou européenne. C'est un prix d'une valeur de 5 000 € en espèces, offert par André Kerton. Et cette année, ce prix de la BD citoyenne va à Sandrine Martin pour la bande dessinée Chez toi, éditée chez Casterman. Alors Sandrine Martin a construit ici un brillant scénario de miroir inversé sur ces destinées de femmes qui se croisent un moment. Le choix de privilégier 2 couleurs dominantes, le rouge et le bleu, tout au long de l'album, renforce la cohésion d'un beau récit fait de rupture. Le jury a aimé le bel équilibre entre reportage dessiné et mise en forme scénaristique. Une grande humanité se dégage de l'ensemble. Au travers de la migrante et la sage-femme, chaque lecteur se reconnaîtra. Chez toi nous offre de rencontrer l'autre, intimement, au quotidien, et ça vaut sacrément le voyage. Et nous avons fait le voyage pour rencontrer Sandrine Martin chez elle. Merci beaucoup pour ce prix Atomium de la bande dessinée citoyenne. Je suis très honorée de recevoir ce prix et je voudrais aussi y associer toute l'équipe de EU Border Care, toute l'équipe d'anthropologues. Cette bande dessinée a commencé quand j'ai rencontré Vanessa Grotti, qui est anthropologue et qui mène une enquête depuis 2016
sur les femmes enceintes migrantes aux portes de l'Europe et leur relation avec le personnel soignant, c'est-à-dire les sages-femmes et les gynécologues. Elle a rencontré beaucoup de personnes dans des lieux différents, à Athènes, Melilla, Lampedusa, en Guyane française, à Mayotte. Grâce à cette étude, elle a pu avoir une meilleure image de cette population très vulnérable et du personnel soignant qui les accompagne durant leur grossesse. J'ai été plus en contact étroit avec Cynthia Malakassis, qui est également anthropologue et qui a mené cette enquête sur le terrain à Athènes. J'ai pu voir les lieux et avoir accès aux entretiens qu'elle a menés avec ces femmes. Et comme ça, j'ai pu imaginer les deux personnages du livre Chez toi. Alors, Chez toi, c'est un portrait de deux femmes. Il y a Mona, qui est syrienne et qui apprend au début de l'album qu'elle est enceinte. Et son souhait, ça serait d'arriver à Berlin, en Allemagne. Mais elle s'aperçoit au début du livre que même si elle est arrivée en Europe, il y a tout un labyrinthe administratif qui l'attend. Face à elle, il y a une sage-femme grecque et qui est un autre visage de la précarité à Athènes en 2016. Parce que même si elle a un travail, une famille, un foyer, une belle famille, elle a plein de challenges à relever au jour le jour. Mon plus gros défi pour la création de cet album, c'était d'imaginer le trajet de Mona et surtout tout ce qu'elle a vécu, toute son intimité. Parce que si je suis mariée avec un grec et que la création du personnage de Monica, qui est la sage-femme grecque, a pas été si difficile à mettre en place parce que toute cette culture donc de la Grèce, mais un petit peu plus proche. C'était pas facile de savoir quel était l'arrière-plan de Mona, comment elle s'était mariée, à quoi elle croyait, ce qu'elle mangeait, etc. Et finalement, j'ai pu rencontrer une professeure d'arabe syrienne et qui est également traductrice. Et je lui ai proposé de pouvoir lui poser toutes les questions sur Mona et pouvoir, à partir des longues conversations qu'on a eues ensemble, d'imaginer mon personnage. On doit absolument lire Chez toi, parce que c'est un récit fort, poignant, avec beaucoup d'émotions, et aussi drôle. Et en fait, on est immergé dans le quotidien des personnages, c'est-à-dire qu'on peut imaginer leur vécu. Cette bande dessinée est très documentée, donc je me suis inspirée de faits réels, mais je les ai également mis en scène pour qu'on se sente facilement à la place des personnages. Enfin, du moins, je l'espère. Et voilà qui conclut la cérémonie des prix Atomium 2021. Encore un tout grand merci à tous nos partenaires. Nogmaals een dikke proficiat voor alle onze winnaars. Merci également à vous toutes et à vous tous qui nous avez accompagnés dans cette très belle cérémonie. On espère bien vous rencontrer en chair et en os lors de la fête de la BD. On se donne de toute façon rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine édition. Et d'ici là, bonne lecture, heel veel leesplezier en tot binnenkort.